Bonjour Ruben, tu es aujourd'hui Head of Community et Software Engineer chez Fuel Labs, donc la blockchain modulaire d'exécution la plus rapide du monde, dont on va entre autres parler aujourd'hui. On va parler aussi de ton parcours. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, du coup merci de me recevoir aujourd'hui sur BlockX. Donc moi c'est Ruben Amar, j'ai d'abord terminé un parcours d'ingénieur à l'ESIL, spécialisé en intelligence artificielle et data science du coup. Et puis quand j'ai fini mes études, je me suis retrouvé au moment du Covid, comme beaucoup, à la recherche d'un emploi. Et ça a pris beaucoup de temps, plus de temps que prévu. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai découvert tout ce qui était crypto, blockchain. Donc c'était en 2020. Euh, donc j'ai démarré d'abord en lisant quelques white papers, etc. Ensuite, j'ai fait beaucoup de trading, jusqu'à m'en rendre un petit peu malade. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me focaliser un peu plus sur l'aspect technologique de la blockchain, qui au final est vraiment très vaste et évolue tous les jours. Et donc pour ça, j'ai d'abord découvert la blockchain Oasis Protocol, qui est une blockchain qui spécialise un peu dans la privacy et la sécurité des données personnelles. Et donc, j'ai décidé de devenir ambassadeur pour ce projet-là, pour en apprendre plus et développer mes connaissances sur ce milieu. Et donc, très rapidement, donc, je suis devenu ambassadeur. Et très rapidement, ça m'intéressait tellement que j'y passais beaucoup de temps et je suis devenu un des meilleurs ambassadeurs d'Oasis. Et donc, ils m'ont proposé de devenir Head of Community du premier échange décentralisé qui se lançait sur le paradigme Emerald, qui s'appelle Uniswap. Donc Uniswap, c'était un échange décentralisé. Et donc, ils lançaient, euh, ils lançaient leur protocole au mois de janvier 2022, quelque chose comme ça, janvier ou février 2022. Et moi, j'ai démarré en novembre. Donc, il y a eu toute une étape de création et construction d'une communauté. Et j'avais jamais fait ça auparavant, mais j'étais data scientist. Donc, je me suis dit que j'allais combiner un peu mes compétences d'analyse de données, de trends, de patterns, etc. pour construire la meilleure communauté possible. Donc, j'avais déjà réalisé un premier projet quand j'étais à l'école, qui était une architecture Big Data Lambda dans le cloud, dont je me suis servi pour du coup récupérer des données Twitter en masse et les analyser en temps réel. Donc, j'ai fait tout ça en Python et j'ai réussi à analyser les trends des tweets qui fonctionnaient le mieux sur la DeFi et sur les campagnes d'airdrop. Et j'ai réussi à monter une communauté à environ 60 000 personnes sur Twitter en 3 mois et une communauté ultra active sur Telegram avec 27 000 personnes au pic. Donc Énorme. j'étais vraiment très content et très impressionné parce que je m'y attendais pas du tout. Et là où j'étais le plus étonné, c'est quand on a lancé l'échange, qui a eu des résultats juste incroyables. Au bout d'un mois seulement de lancement, on a atteint le milliard de volume de transactions. Et en seulement 48 heures, on a atteint à peu près 200 millions de TVL. Donc le TVL, c'est le Total Value Locked. Donc c'est la valeur totale bloquée sur la plateforme. Donc c'est juste énorme. Et là, du coup, j'ai commencé à me faire repérer par des gros projets. Donc Ethereum, Avalanche, Fuel et beaucoup d'autres qui m'ont sollicité pour comprendre comment j'en étais arrivé là et si je voulais devenir Head of Community de leur projet. Donc moi, à ce moment-là, c'était pas vraiment mes plans, c'était un hobby pour moi. Donc j'étais à ce moment-là en master spécialisé à l'ESSEC et Télécom Paris. Et, euh, et au final, je m'y plaisais pas spécialement. Donc j'ai pris ça comme un signe et comme un porte de sortie et j'ai décidé de rejoindre les rangs de Fuel. Pour revenir à Fuel, Fuel, c'est donc, comme tu l'as dit, la blockchain d'exécution modulaire la plus rapide du monde. Donc, Fuel, ça a été créé en 2019 par John Adler et Nick Dodson. L'objectif principal au départ, c'était de créer un optimistic rollup, le premier optimistic rollup sur la blockchain Ethereum. Pour revenir au fondateur, John Adler est l'auteur du white paper original sur les optimistic rollup. Et donc, il travaillait avec Nick Dodson à ce moment-là chez Consensus, la fondation derrière Ethereum. Et
et du coup, ils ont développé, ils ont sorti enfin, c'était un petit peu une course au développement, du premier optimistic rollup et ils ont sorti en premier Fuel V1, donc le premier optimistic rollup complètement permissionless et trustless. Donc ils ont gagné la course et à partir de ce moment-là, ils ont voulu voir beaucoup plus loin et leur objectif, c'était vraiment de régler le problème de la scalabilité sur Ethereum et dans la blockchain en général et heu et un rollup ou un layer 2, c'était pas suffisant, surtout quand on voit aujourd'hui, au pic d'un bull run, on arrive à des centaines de dollars de frais de transaction sur Ethereum et ça représente seulement, même pas 2 de la population mondiale active sur la blockchain. Donc, au niveau scalabilité, on n'est pas vraiment là. Non. Heu, on a vu également, sur des roll-ups comme, Optimism, Arbitrum et cetera, en période très active, les frais montaient, assez haut également. Donc même si c'était moins élevé que sur Ethereum, son pic, ça restait quand même beaucoup trop élevé pour un utilisateur lambda, qui va effectuer des petites transactions, je sais pas, pour faire ses courses, en crypto-monnaie ou je sais quoi, ça reste beaucoup trop élevé Ouais. et heu et c'est plutôt lent, quoi. Enfin, c'est pas encore, très rapide, des fois, on a peur que notre transaction, elle passe pas, heu, des Non, mais fois, ça passe pas du tout. les layer 2 ont pas réussi à résoudre ça a amélioré, mais ça a pas réussi à résoudre les problèmes de scalabilité par rapport à ça et comme tu dis, on est encore, super tôt, à 2 ce qui fait que, c'est pas compatible avec une adoption, de masse justement. Donc, ouais, enfin pour revenir un petit peu du coup par rapport aux blockchains monolithiques, si tu peux expliquer un petit peu quels sont les sujets majeurs, on va dire les 3, voilà la scalabilité, la sécurité, la décentralisation, faire un petit état des lieux par rapport à ce qui existe et pourquoi ces Bien blockchains sûr. monolithiques, s'essoufflent, bien qu'elles aient présenté beaucoup d'avantages et puis elles ont le mérite d'exister. Elles font partie un peu de la courbe d'évolution technologique et pourquoi on se dirige petit à petit vers des blockchains modulaires, donc comme Fuel, comme Celestia ou d'autres, s'il te plaît. Alors, bien sûr, donc dans la blockchain, comme tu l'as dit, il y a 3 piliers. C'est un trilemme, en fait, un trilemme que, justement, aucune blockchain monolithique n'arrive à résoudre. Je vais revenir après sur la définition d'une blockchain monolithique, mais du coup, les 3 problèmes, c'est, scalabilité, décentralisation et sécurité. Donc ces 3 problèmes aujourd'hui, les blockchains monolithiques, on voit ça comme, un monolithe, donc un gros bloc heu, qui va, qui va effectuer et qui va rassembler les 4 fonctions clés qu'une blockchain a besoin, pour, exister. Donc ces 4 fonctions clés, ça va être le consensus, le settlement, la data availability et l'exécution et donc ces 4 fonctions, si on veut décentraliser une blockchain et ben, elles vont être contenues dans un seul nœud et donc du coup, une personne qui va vouloir, lancer un nœud de validation sur une blockchain comme Solana, comme Cardano, je ne sais autres blockchains, elle va avoir besoin d'une puissance de calcul, assez importante, pour pouvoir lancer ce nœud et qui fonctionne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun souci et ça, c'est pas donné à monsieur tout le monde et c'est pour ça que le prix des cartes graphiques a flambé pendant un moment. C'était pas seulement pour le minage, c'était également pour ça. C'est parce qu'il fallait une puissance de calcul, très élevée pour pouvoir lancer ces nœuds. Et hem et donc la plupart des blockchains monolithiques vont avoir recours à des stratagèmes pour résoudre ce problème de scalabilité, comme Solana l'a fait avant, mais ça fonctionne pas et ça sacrifie, les 2 autres, pierres angulaires, de ce trilemme, qui sont la décentralisation et la sécurité. Donc ils vont passer par des AWS pour lancer leurs propres nœuds et souvent, quand il y a des problèmes et que des hackers s'en mêlent, on va voir la blockchain qui va s'arrêter pendant quelques heures, pendant quelques jours et quand on a tout notre argent sur cette blockchain, bah, on panique et du coup, le prix va dégringoler, le FUD va arriver également et personne n'est content, c'est la panique totale. Bon, après, ça s'oublie vite, c'est la blockchain, le temps passe vite, on oublie tout très vite, mais on n'est pas très bien quand ça arrive, quoi et donc du coup, nous, on est parti de ce postulat-là et on a vu qu'il y avait un réel problème avec, le monolithique et même au niveau de consommation d'énergie, c'est pas du tout durable et
surtout si toute la population, si même 20 de la population, donc fois 10 de ce qu'on a, en pic de bull run, se met à utiliser la blockchain, on est, heu, on est C'est dans vrai. une situation, très compliquée. Donc, pour en revenir aux blockchains modulaires, donc qui viennent résoudre d'une part ce problème, de consommation d'énergie, mais également, le problème de le trilemme finalement, donc, décentralisation, sécurité et scalabilité. Donc une blockchain modulaire pourquoi? Parce qu'on peut voir ça un petit peu comme des Lego qui vont s'imbriquer. Hem, En fait, on va venir séparer chacune des fonctions, de la blockchain, dans plusieurs blockchains complètement différentes. Donc, par exemple Fuel, donc, comme je l'ai dit, c'est une blockchain d'exécution. Donc Fuel va se focaliser sur l'exécution et va, déléguer, la partie, par exemple, data availability sur Celestia, la partie consensus et la partie settlement sur Ethereum et donc au lieu de devoir lancer des full nodes qui vont contenir les 4 fonctions, et qui vont être très coûteux en énergie, on va lancer des light clients, des light nodes qui vont eux, être, très peu coûteux en énergie et qui vont, réunir seulement la partie, sur laquelle on est focalisé. Et donc, au lieu de lancer un full node, on va lancer par exemple un light node Celestia, un light node Fuel, un light node, de Ethereum et niveau consommation d'énergie et niveau efficacité, sécurité et décentralisation, on va être beaucoup plus efficace. Et donc si vous voulez essayer, et voir à quel point c'est rapide et efficace, vous pouvez essayer SwaySwap. Donc c'est une application test qu'on a développée, chez Fuel en interne. C'est un automated market maker, donc un DEX, qui fonctionne, sur, une version, bêta, de Fuel en testnet et donc les transactions sont ultra rapides, c'est de l'ordre de la milliseconde et tout se passe, sans accroc. Il n'y a pas de problème de sécurité parce que la sécurité justement, elle est héritée de la blockchain sur laquelle on va se déployer, par exemple sur Ethereum. Ethereum aujourd'hui, c'est plutôt, sécurisé, enfin, il n'y a jamais eu de hack sur Ethereum. Les hacks en général, c'est plutôt sur les bridges ou sur d'autres blockchains, bon comme on a vu et puis voilà, donc voilà un peu Fuel et donc moi là-bas, je suis Head of Community et Software Engineer. Donc Fuel, a développé son propre langage, de développement, qui s'appelle Sway. Donc c'est un langage qui est optimisé pour la Fuel Virtual Machine et qui permet, justement de développer des applications, décentralisées, sur, la blockchain Fuel pour le moment, mais à terme également sur d'autres, machines virtuelles comme la Ethereum Virtual Machine et cetera et donc c'est un langage qui va s'inspirer fortement, de l'esprit qu'il y a dans le langage Rust. Donc Rust, c'est un langage, je ne sais pas si tu connais, c'est un langage où les gens qui l'utilisent, sont vraiment, passionnés par ce langage. Il y a vraiment un culte autour de ce langage en fait, c'est particulier. Et donc pourquoi il y a un culte? C'est parce que en fait, le compilateur de ce langage-là va être tellement parfait enfin, j'en parle parce que je l'utilise aussi. Il y a l'émotion qui remonte. Il y a l'émotion, voilà, tu peux le sentir. C'est un langage qui va te laisser exécuter ton code seulement s'il est parfait. Donc tu vas pas avoir, d'erreur de segmentation comme tu peux en avoir, sur Solidity. Tu vas lancer ton code, 10 fois, il va marcher, la 11e fois, ça va planter, tu sais pas pourquoi. Et bah, justement avec Sway, avec Rust, c'est quelque chose qui est pas possible, en fait. Ton code est parfait ou il n'existe pas Donc et le il peut pas langage là, compiler. il est vraiment développé pour la fonction de la blockchain modulaire, donc là, en l'occurrence, d'exécution. En plus, c'est vraiment spécifique à ça. Celestia va utiliser un autre langage pour la data availability, c'est ça? Ou, Alors, pas exactement. En gros, si tu veux voir ce langage-là, c'est un langage de développement de smart contracts. Donc, Rust aujourd'hui, c'est un langage que tu peux utiliser pour rédiger des smart contracts, mais c'est pas fait pour ça, tu vois? Tu vas devoir, importer des librairies externes et cetera. C'est quand même assez compliqué. C'est pas sa vocation, à Rust. Et si tu prends Solidity, bah, tu dois utiliser, vraiment plein d'outils différents pour déployer ton smart contract. Tu dois utiliser Hardhat, tu dois utiliser beaucoup d'outils finalement
qui vont rendre le déploiement du smart contract assez fastidieux. Tu vas devoir être un développeur vraiment aguerri pour pouvoir utiliser Solidity et tout ce qui va derrière. Certes, il y a beaucoup de plateformes pour apprendre et cetera, mais ça reste quand même pas simple et pas abordable pour le premier venu. Donc, avec Swile, l'objectif, c'est vraiment que ce soit un langage, facile d'utilisation, facile d'apprentissage pour tout le monde, qui soit sécurisé et qui permette un apprentissage, vraiment, soft, tu vois? Enfin, que ce soit vraiment agréable à apprendre. On a une communauté de développeurs déjà avec, environ 5 000 développeurs qui sont ultra, passionnés par le langage. On arrive un petit peu à créer ce culte aussi autour de Swile et donc voilà, c'est super d'être au milieu de tout ça et de gérer une communauté, qui soit déjà technique, principalement et même les personnes qui sont pas techniques voient, vraiment l'impact que ça a, dans la blockchain. Donc quand j'ai démarré, sur, Twitter, on avait à peu près 7 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 45 000 en même pas un an. Donc c'est une communauté qui qui Ouais, qui c'est fait ouf. que grandir et de manière, complètement organique. Donc il y a pas de promotion payée, on va pas passer par des influenceurs ou quoi, c'est vraiment purement organique. On se focalise, sur des événements, techniques, donc des hackathons, qu'on va sponsoriser et cetera, pour vraiment inciter les développeurs à essayer le langage et voir par eux-mêmes à quel point c'est bien, quoi. Enfin, je sais pas de Ouais, te faut vendre le un vivre, quoi. produit, mais voilà, il faut essayer et voir, comment ça fonctionne. Donc Donc voilà, donc voilà un petit petite peu. petite ouais, bah, non, mais c'est très clair et petit à petit, quelle est ta vision des blockchains modulaires? Donc, là, on a parlé de Fuel, de Celestia, s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres projets que tu regardes pour transiter vers des choses plus efficientes, sur les 2 3 prochaines années? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont intéressants par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Alors, bah, déjà au niveau de l'exécution, il y a pas mal de blockchains qui commencent à prendre le pli de la modularité, mais même qui commencent à en parler. Parfois, même quand c'est pas vraiment le cas, ils emploient le mot modulaire pour, se mettre un petit peu dans l'air du temps, mais, bah, il y a Polygon qui s'adapte avec, Polygon Avail. Il y a, il y a Starknet qui se lance aussi dans la modularité. Il y a vraiment enfin, on voit une nouvelle génération de blockchain qui commence à arriver et qui commence à comprendre que ce qu'ils ont fait avant, c'était bien pour le moment, mais que les choses doivent évoluer Ça suffira et pas. que l'évolution est nécessaire, voilà, que ça suffira pas pour le futur et du coup, je suis super optimiste pour, ce qui va arriver par la suite. Je suis persuadé que Fuel en fera partie. Étant donné qu'on a un peu lancé le mouvement avec Celestia sur la modularité, donc j'espère que c'est une étape pour le futur ou que ce sera même le futur. Donc on sait pas encore, mais voilà, je suis super optimiste, pour la suite, que ce soit au niveau Optimistic Rollup, modulaire ou ZK Rollup modulaire, enfin, je suis vraiment, très optimiste pour ce qui va se passer, dans le prochain bull run et dans tout ce qui va arriver par la suite. Ouais, super, si en plus, si ça permet à terme d'arriver à des blockchains qui permettent, de répondre correctement à ce fameux trilemme pour, voilà, pour que ça soit bien efficient, tant mieux. Je vais en profiter sur la dernière partie de l'interview pour t'emmener un petit peu sur ce que tu fais aussi, en tant que Head of Communities, son rôle, parce que je pense que c'est des choses que les gens voient parfois de loin sans vraiment comprendre et ne prennent pas conscience de l'importance que ça a aujourd'hui dans le Web3 par rapport à de la gestion de communauté du Web 2 qui était complètement différente, alors qu'aujourd'hui, enfin, les communautés sont au centre de beaucoup de projets aussi. Est-ce que tu peux expliquer comment toi tu vois ton travail et quels sont les enjeux aujourd'hui? Bien sûr. Alors, pour moi, une communauté, c'est un petit peu comme une famille, donc c'est la famille qui va permettre à ton projet d'exister et de vivre. Parce que s'il y a personne qui va écouter ce que tu dis, tu vas juste te taire et ton projet va mourir, tout seul. Donc, pour moi, la communauté, c'est vraiment, une pièce clé, si sinon une pièce maîtresse, d'un projet. Donc bien sûr, le projet doit être là, techniquement parlant, répondre à des attentes et cetera. Et et répondre, de manière authentique, par rapport à ce qu'elle a à offrir, donc ne pas survendre un projet, de ne pas vendre quelque chose que tu n'as pas encore, comme l'a fait Cardano et au final, c'est une ghost chain aujourd'hui, c'est enfin, pas beaucoup de monde qui l'utilise et qui sont dessus. Pour moi, une communauté, il faut la faire vivre, déjà, il faut la faire vibrer, mais il faut pas, lui vendre du rêve. Tu vois? Il faut,
il faut rester, les pieds sur terre, parler avec des faits et ne ne pas parler plus que ce que tu vas faire, enfin, vraiment montrer ce que tu fais et laisser les gens, débattre autour de tout ça, spéculer, parce que les gens adorent spéculer, adorent, imaginer des choses qui vont se passer et cetera dans une communauté, mais une communauté, il faut la faire vivre avec vous. Faut être super transparent par rapport à tout ce que vous faites. Faut pas prendre les décisions à la légère. Faut rester, aussi aligné par rapport à une vision d'un projet, parce qu'un projet, c'est comme une personne qui a une personnalité, et il faut garder la même personnalité tout le long, même si on va s'adapter parfois, à ce qui se passe, dans le monde, parce que le monde évolue constamment. Donc bien sûr, notre opinion peut évoluer, mais il faut toujours garder le même ton, hem, la même, la même identité, si je peux dire ça comme ça et c'est la meilleure manière, pour un projet, d'évoluer. Donc quand j'étais chez Oasis, par exemple, bah, au départ, il y avait vraiment quelque chose de spécial avec ce projet. Il y avait une émotion particulière, tout le monde le ressentait et puis, le problème avec ça, c'était que le projet reposait seulement sur une seule personne, qui était le Head of Communities du moment et quand il est parti, il y a une partie du projet, une partie de l'âme du projet qui est partie avec lui et le projet n'est plus comme avant et donc que ce soit au niveau, monétaire, enfin, la valeur du coin d'Oasis a aussi beaucoup chuté. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je pense que c'est aussi un peu dû à ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lassés, qui ont vu que le projet avait perdu un petit peu de son âme et heu et ça se ressent, quoi. On n'a pas envie d'être là autour d'un projet, qui n'a pas d'âme et une communauté, c'est un peu l'âme du projet Ouais, et donc je pense mais que bon, c'est important de l'entretenir et d'avoir plusieurs personnes qui vont faire vivre ce projet et pas qu'une seule. ouais, parce que bon, enfin, on pense, par exemple à ce qui s'est passé avec Do Kwon où vraiment tout le projet Luna, alors le charisme, on va dire, avec des guillemets, parce que chacun le prendra comme il veut, mais de Do Kwon, sa présence et puis son l'engagement et sa capacité à fédérer une communauté gigantesque, qui a, on va dire, très bien marché en termes de capitalisation et qui derrière, en fait, peut assez facilement, basculer et le rattachement, enfin, moi, je pense aussi, à Binance aujourd'hui, qui a très centralisé aussi sur une seule personne et de bien réussir à faire quelque chose de plus organique. Enfin, j'en sais rien, moi, demain, Vitalik, quitte Ethereum. Est-ce qu'Ethereum aura autant de poids, d'image? C'est pas non plus, toujours, facile de mettre ça en place, quoi. C'est pas évident. Bien sûr, le fondateur a une place importante dans un projet, ça c'est sûr et ça changera pas. Ça s'est passé aussi avec Phantom quand le développeur principal est parti. Je crois même qu'il est revenu puis reparti. Je sais pas exactement Exactement, ouais. ce qui s'est passé, mais il y a eu un vrai turnover, au niveau de l'utilisation de la blockchain et cetera. Donc c'est important en fait de donner, une place importante à plus de contributeurs, qu'une seule personne quoi, qui au final, imaginons que la personne elle tombe malade et qu'elle arrête le projet pour quelque raison que ce soit, c'est le projet va mourir avec Ouais. et c'est vraiment dommage, tu vois? Et chez Fuel justement, on essaye d'avoir plusieurs, personnalités, qui sont là et qui sont présents pour le projet. Moi, je suis l'une d'entre elles, mais je suis pas du tout la seule personne. On va avoir, Camille Ramos qui est très présente, au niveau de l'éducation, des relations avec les développeurs et cetera. On va avoir les founders qui essayent de participer à pas mal de podcasts, de conférences. On essaye vraiment d'avoir tous une place importante et de faire participer un maximum de personnes pour que le projet à terme soit vraiment, décentralisé de manière complète. C'est ce que j'allais dire, enfin, la décentralisation des entités qui sont capables de fédérer toute cette communauté-là, que ça puisse se faire, voilà, comme tu dis, de manière organique. OK, super. Petite dernière question, de fin d'interview. Bon, je pense que tu es très attaché à tout ce qui est modularité, interopérabilité. Je voulais savoir de ton point de vue, vraiment tech, est-ce que tu as des technos que tu regardes aussi de près qui auront des enjeux majeurs? Alors, que ça soit ce qui te plaît dans tes centres d'intérêt, l'adoption, ou l'apport de liquidité dans l'interopérabilité ou autre? Alors, bah, je vais te donner une réponse, très dans l'air du temps, je sais pas si tu as sûrement regardé OpenAI et ChatGPT. Donc pour moi, ça va avoir une place très importante dans le futur, dans un futur très, très proche.
Donc, on a vu ce que ChatGPT était capable de faire. On a vu ce que combiné avec, l'utilisation humaine, ChatGPT était capable de faire et c'est vraiment bluffant et je Ouais, sais pas si tu as vu récemment, mais ChatGPT 4 va sortir ouais, avec, encore plus fou, hein. encore plus fou, Je pense que les gens complètement sont plus pas fou prêts. et je pense voilà et je pense que si on l'utilise, de manière intéressante, c'est-à-dire, lui demander, des choses qui vont nous permettre de faire notre travail plus rapidement, notre travail sera beaucoup plus efficace. Par contre les personnes qui glandaient pas grand-chose, je pense que ChatGPT va venir, récupérer la place. Ouais, Donc voilà, toujours continuer d'apprendre et d'évoluer, de sorte à pouvoir, demander, les meilleures questions, à une intelligence artificielle qui va pouvoir nous aiguiller et nous aider, à réaliser notre travail, le mieux possible. Donc ça, c'est niveau AI, mais bien sûr, je pense que ça va aussi, nous aider côté blockchain à résoudre des problèmes auxquels on n'a pas encore pensé ou même des problèmes qu'on a pensé mais qu'on n'est pas encore capable de résoudre. Donc je pense que dans un peu tout ce qui se passe dans le monde, ça va faire évoluer, la donne beaucoup plus rapidement. Heu et puis niveau blockchain, bah, il y a bien sûr quelques projets que je regarde, mais bien sûr ça n'engage que moi. Je vous invite à faire vos recherches toujours. Hem, donc moi j'aime beaucoup, tout ce qui est DeFi et il y a des projets, qui combinent, le réel et le virtuel. Donc il y a un projet qui se développe sur Fuel particulièrement, qui m'intéresse, qui s'appelle Unique et en fait Unique c'est une NFT marketplace, mais orientée plutôt sur le phygital. Ça veut dire que, ils vont, heu, ils vont imprimer à l'encre invisible des tags sur des objets de luxe, qui seront directement, vérifiables, dans la blockchain. Donc, tout ce qui est faux, ne pourra plus exister parce que, la blockchain émettrice sera enfin, on pourra voir qui a émis l'objet, qui le détient et cetera et je pense que ça va être très intéressant et que les faux, les faux sacs, les faux sneakers et cetera, on en entendra de moins en moins parler, quand ce sera ouais, out. Donc, voilà, ça m'intéresse beaucoup et après bien sûr, la DeFi ça me passionne donc, j'espère voir, de nouveaux projets, super innovants, qui vont être déjà compliant au niveau des régulations parce qu'aujourd'hui, bah, on a peur de finir en prison quand on lance un projet. Comme, ça s'est fini avec, Tornado Cash, donc c'est la première fois qu'il y a un morceau de code qui est sanctionné, heu, mais ouais, voilà, j'espère vraiment que la DeFi va continuer à se développer et apporter, des solutions innovantes sur le marché, que ce soit sur le marché financier, mais également sur le marché immobilier, heu et vraiment, partout, quoi. enfin, je Enfin, pense il y que a sky is the limit. Voilà, ouais, exactement, très bon mot de la fin, Ruben. Bah, merci pour ton temps et ton partage, bon courage pour l'année 2023. avec plaisir. Merci à toi.